Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la deuxième fois Muriel Roland dans ce cycle Art et Spiritualité que l'on fait en lien donc avec le yoga du chant, merci Florian, et puis avec le yoga du théâtre. Voilà. Donc Muriel, donc elle est comédienne, metteur en scène. Elle a cofondé, co-dirigé l'École nationale de théâtre de Bolivie. Également le festival Auteur en acte à Bagneux, qu'elle continue à diriger. Elle est aussi, elle enseigne en université, elle est docteure de l'université Paris 8. Et donc elle va nous présenter aujourd'hui une conférence intitulée « Dans le regard de Dionysos, du mythe aux techniques du jeu d'acteur ». Je précise aussi, vous avez des petits papiers là, que Muriel fait partie des intervenants de yoga du théâtre. Voilà, puisque nous sommes trois, j'en ai fait un, Muriel fait les deux prochains, puis après ce sera Lina Do Carmo sur les mouvements et danse Gurdjieff. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Muriel, puisque ce que vous allez entendre en théorie, vous avez la chance de pouvoir le faire aussi en pratique pendant 2 week-ends, ou un des 2 week-ends. Voilà, donc n'hésitez pas à diffuser l'information et puis à vous rapprocher de Muriel à la fin de la conférence. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Merci beaucoup Muriel et merci au Centre Védantique de nous accueillir pour ce travail. Merci. Voilà, bonjour. Enfin, rebonjour, je vous ai déjà vu, mais disons que là, j'aimerais mieux vous parler sans micro, mais comme il y a la radio, je suis obligée de... Voilà. Mais voilà, parce que ça fait une petite distance, mais c'est pas grave. Voilà, donc... Le thème de ma conférence est complètement relié au travail que je fais en pratique et que je vais faire notamment ces 2 week-ends dont vous a parlé Fabrice, qui sont, je le précise, pas réservés aux acteurs, qui sont réservés à qui a envie. Donc voilà, Dionysos, alors la première chose que je vais vous dire, j'espère ne pas bafouiller trop parce qu'en fait c'est un thème énorme et j'ai beaucoup de mal des fois à me canaliser sur une seule ligne parce que c'est très proliférant, Dionysos. Il faut que je parle plus fort ? Ah bon ? Oui. D'accord. Donc j'espère ne pas, parce que c'est vraiment quelque chose de énorme, vu que Dionysos c'est l'équivalent et le cousin de Shiva en fait. Vous voyez un peu le genre de phénomène culturel que ça peut être. Donc je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens et de traiter essentiellement son regard, mais c'est pas évident. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est déjà la connotation mythe technique. Donc là, il y a déjà quelque chose entre mythe et technique qui est un peu particulier. Parce que qu'est-ce que je veux dire quand je dis que les techniques d'acteurs descendent directement du mythe et que le mythe nous instruit sur ces techniques? Ça veut dire que je me concentre sur le mythe, sur les gestes du mythe en fait. C'est-à-dire quels gestes pratique Dionysos, gestes au sens large, plutôt que sur une exégèse un peu savante de Dionysos, mais plutôt, comme vous le savez, chaque métier a un peu ses patrons mythiques ou ses patrons religieux, et en général, dans leur histoire, il y a des choses qui sont très précisément reliées à des phénomènes corporels. Alors quand je parle de technique, je parle de technique du corps. Donc les techniques du corps, c'est un anthropologue du nom de Marcel Mauss qui a intitulé un texte comme ça, qui est en fait le père en fait de l'anthropologie française, puisque c'est dans son courant qu'ont continué Lévi-Strauss, etc. Et c'est le premier professeur de Marcel Jousse de l'anthropologie du geste. Donc ce texte qu'il a écrit sur les techniques du corps, il est très intéressant parce qu'il montre que l'homme est un être technique. C'est-à-dire, de par son inachèvement, sa néothénie,
c'est-à-dire que l'être humain naît inachevé, ce qui l'empêche d'avoir une conduite totalement instinctive. Il doit apprendre un comportement. Il doit déjà se verticaliser, c'est-à-dire que si on l'abandonne tout seul, bébé, il meurt. Voilà, il n'y a pas d'autre. Donc il doit apprendre à vivre. Et donc il doit apprendre à se tenir debout. Il doit apprendre un langage. Il doit apprendre même des choses dont on pense qu'elles sont totalement naturelles, sont aussi, en tout cas pour Marcel Mauss, des techniques du corps, comme les techniques d'accouchement, les techniques de soins, toutes les techniques qui peuvent exister. Et en fait, ça rend le mot technique synonyme de culture, en réalité. C'est-à-dire comment, par ces techniques du corps, je vais devenir humain et me fabriquer comme humain avec une partie particulière qui est liée à ma propre culture, à la culture dans laquelle je vis, et une partie universelle, invariante sur tous les humains, qui en fait est la verticalité et l'acquisition du langage. C'est-à-dire il y a les langues et le langage, la verticalité universelle et des tas de modulations de cette verticalité, de ces techniques de chasse, de nourriture, d'agriculture, etc. Donc ne pas confondre ce mot technique, techné en grec, avec technologie, parce que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on va sortir du mythe de Dionysos, c'est toutes ces techniques gestuelles qu'on appelle culture, qui vont agrandir l'humain jusqu'à en faire ce que Dante appelait le transhumanar, que maintenant évidemment les transhumanistes, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire cet être en perpétuelle évolution, justement parce qu'il passe de l'inachèvement à la construction de lui-même et qu'il est obligé de passer par cette construction, ce qui en fait un être de connaissance et d'évolution permanente. Et en réalité, Dionysos, c'est un peu le dieu le demi-dieu même, de l'agencement entre les lois naturelles et les lois culturelles. C'est-à-dire, c'est pas un dieu qui descend, c'est vraiment un dieu qui est parmi les hommes et qui travaille cette interconnexion entre les processus naturels et comment les rendre efficients dans le corps et dans la culture, etc. Donc je vais quand même vous raconter son histoire. Donc, Dionysos, comme je vous le disais, n'est pas tout à fait un dieu, il est un semi-dieu, et il fait le lien entre les dieux et les hommes. Et donc, sa mère, Sémélé, est apparentée à la terre. Vous trouverez d'autres versions, sans doute. Sa mère, donc Sémélé, est la fille du roi Cadmos, qui est le fondateur de Thèbes, autre ville très importante au niveau mythologique, puisque c'est la ville d'Oedipe aussi. Donc, ce Dionysos naît de cette reine Sémélé. Zeus est tombé amoureux d'elle, et donc il lui fait un enfant. Mais Héra, l'épouse de Zeus, par jalousie, insinue dans la tête de Sémélé, parce qu'elle sait le résultat que ça va donner, elle insinue dans sa tête, elle lui dit « demande à Zeus s'il est vraiment un dieu et demande-lui de te le prouver ». Parce qu'elle sait ce qui va arriver. Et donc, Sémélé demande à Zeus, qui s'était transformé en humain, en mortel, prouve-moi que tu es un dieu. Et il le fait. Et quand elle voit Dieu en majesté, c'est comme la foudre, elle est foudroyée et réduite en cendres. Et Zeus a juste le temps d'attraper le fœtus et de s'ouvrir la cuisse et de le coudre dedans, là où il finit sa gestation. Et un jour, il va percer. C'est pour ça que c'est le dieu du végétal. En fait, c'est un dieu qui a... Dionysos, ça veut dire 2 fois né. Une première fois, il est avorté par la destruction de sa mère, en fait. Et la deuxième fois, il grandit dans la cuisse de Zeus et il pousse. Et c'est comme le lierre. D'ailleurs, c'est une de ses emblèmes, c'est le lierre. L'autre emblème, c'est la pomme de pin, comme la pinéale, comme la glande pinéale, parce que c'est vraiment le dieu de cette verticalité, de ce lien entre l'humain, la terre et le haut. Et donc, c'est le dieu des alchimies entre la nature et la culture. C'est pour ça que c'est le dieu du vin et de l'ivresse aussi.
Parce que vous voyez, tous ces processus des métiers, c'est une alliance entre la nature et les savoir-faire humains. Et pourquoi l'ivresse, on en parlera après. Donc, voilà ce qui arrive à Dionysos. Ensuite, il devient en quelque sorte le chouchou de Zeus, qu'il adore et qu'il le laisse faire à peu près ce qu'il veut, et notamment monter sur son trône. Et donc, Dionysos, en fait, c'est un dieu du jeu. Il joue tout le temps, comme s'il recréait la vie, comme s'il s'entraînait à la vie, il s'essayait à la vie. D'ailleurs, ensayo en espagnol, ça veut dire essayer, ça veut dire aussi la répétition de théâtre. Donc il joue tout le temps dans l'Olympe et il joue beaucoup au miroir, ce qui en fait une figure aussi... il a quand même été un peu traumatisé d'avoir quitté le corps de sa mère. Vous savez que les bébés n'ont pas de corps. En fait, quand ils sortent du ventre, c'est encore le corps de leur mère. Ils n'ont pas encore de corps. Et là, en fait, c'est vraiment un dieu qui vit ça à fond, en réalité, et qui adore jouer au miroir, adore le stade du miroir et essaye beaucoup de choses devant le miroir. Et comme Héra est toujours aussi jalouse, elle lui envoie les titans en leur recommandant de le démembrer, de le couper en morceaux. Et au moment où les titans arrivent, eh bien, il est en train de se regarder dans le miroir. Et ils vont le démembrer, le couper en morceaux devant lui, pendant qu'il se regarde dans ce miroir. Et à ce moment-là, son regard est tellement créateur qu'en même temps qu'il le déchiquette, en même temps il se recompose. Et donc, comme dit Nietzsche, Dionysos devient l'origine du regard, et dans le reflet, c'est la forme, toujours en transformation, qui est le côté apollinien de la culture grecque, et qu'il ne faut jamais séparer, c'est-à-dire que Dionysos, c'est la force vive de l'énergie, des niveaux d'information, de la psyché, et du corps, voilà, et Apollon, c'est la forme, mais toujours infusée, défaite et refaite. C'est pour ça que, je vous ai d'ailleurs... Pour vous montrer, il y a un livre qui s'appelle Shiva et Dionysos, c'est vraiment ils sont très apparentés tous les deux. C'est-à-dire que Shiva, il ne le fait pas avec le regard, il le fait avec le pied. Shiva Nataraja, le Shiva dansant, chaque fois qu'il pose son pied sur le sol, il détruit et il reconstruit le monde. Il crée, il décrée au même moment. C'est-à-dire qu'il est toujours dans la métamorphose. Et Dionysos le fait par le regard. Alors la fonction du regard... c'est assez intéressant parce que le regard, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est la métaphore en fait de la pensée, de la psyché. D'ailleurs, il y a une héroïne qui s'appelle Psyché, qui est justement qui raconte cette histoire dans l'histoire grecque et qui est aussi un miroir. Hein. Vous savez, les psychés, c'est des grands miroirs ovales dans lesquels on se regarde. Et donc cette façon de créer le monde en permanence va être vraiment comme un diagramme d'électricien, en fait. C'est ça un peu les différences de niveau de réalité. C'est-à-dire qu'un électricien, il va dessiner un schéma avec des polarités, mais c'est pas encore l'énergie, c'est la pensée de l'énergie. Néanmoins, il faut que ça soit juste dans la pensée, bien articulé pour qu'ensuite l'énergie passe et puis que la matière voilà. Et donc Dionysos, c'est un peu ce regard qui fabrique les formes, qui pense les formes, qui ajuste tout ça, qui voit le résultat dans son reflet, qui rencontre avec son âme la matière et qui donc lui donne forme et qui ensuite fait impression, ça lui donne une expérience et il y a une impression qui lui arrive de là et il peut recréer de nouveau quelque chose. Et donc c'est un mouvement circulaire en miroir. Et Dionysos est partout, il est montré comme un dieu qui est partout. Dans plusieurs pièces, œuvres, il y a un jeune homme qui est là, c'est Dionysos, puis tout d'un coup il y a un vieillard qui est là, c'est Dionysos. C'est-à-dire que c'est vraiment ce dieu qui se recrée et partout. Et donc on pourrait presque dire que le miroir est circulaire. Le miroir est
est comme une sphère à l'intérieur duquel se trouve Dionysos, et quand il va lever les yeux, il va toujours transporter son reflet. Ça en fait aussi un avatar, enfin non, ça en fait le père de Narcisse qui en serait un avatar, mais pas un Narcisse névrotique qui va se jeter dans son reflet, mais un Narcisse cosmique qui, par son regard, est toujours en train de créer, d'écréer le monde. Alors, pourquoi c'est devenu la divinité du théâtre? Alors, il y a aussi une chose, c'est que Dionysos est un dieu d'une cruauté extrême, parce qu'il y a cette histoire de démembrement. Mais c'est chaque fois qu'il est coupé de son reflet. C'est-à-dire que c'est presque... Quand la forme devient morte, et imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que vous faites des formes, il y a aussi le cosmos qui se reflète avec vous, et puis vous allez pouvoir projeter des tas d'imaginations, et chaque personne est considérée comme un petit Dionysos qui fait la même chose. Donc vous allez avoir une création permanente, mais imaginez que tout d'un coup le reflet veuille s'autonomiser, se couper, et là on va avoir la forme morte. La forme, on va dire, d'un Apollon qui n'est plus fabriqué par une pensée, fabriqué par un imaginaire, fabriqué par quelque chose de vivant, et qui va se couper de là. Et là, on retrouve aussi deux ou trois autres, enfin, un avatar divisé en trois, qui fait que Dionysos est le père des trois temps. Dans la Grèce, il y avait trois temps. Donc Chronos, qu'on connaît bien, qui est la ligne droite du temps, chronologie, etc., qui est une flèche, qui est le dieu qui dévore ses enfants, parce qu'il va dans une direction, il y a des horaires, il y a, voilà. Et il y a Aion, qui est le dieu des cycles naturels, des cycles amoureux, qui est un dieu créateur d'espace par le temps. Par exemple, vous ne pouvez pas dire à 15h45 je serai amoureux, ou à 16h18 la plante va germer. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble d'interactions qui va créer de l'espace, du temps et de la matière par un ensemble de processus interactionnels, et qui va agir sur les cycles biologiques, etc. Et ça, c'est le Aion. Et cet Aion, c'est aussi le dieu du rituel, etc. Et donc Dionysos, il est dans ce temps-là. Et le troisième, c'est Kairos. Kairos, c'est l'opportunité ou la catastrophe. Dans le temps de l'Aion dionysiaque, où Dionysos se voit bien dans son reflet, et qu'il y a une correspondance entre la pensée créatrice et le reflet dessiné, on est dans un temps de l'attention à tout. C'est-à-dire, je ne lâche pas mon reflet, je continue à le regarder. Et donc, cette attention fait que je vais voir passer le Kairos et pouvoir l'attraper. Parce que le Kairos, c'est un dieu qui a une queue de cheval, et il passe, et on peut l'attraper, et là, ça devient une opportunité, et c'est le moment des basculements. C'est le moment où le germe coupe la... comment ? Ah oui, le germe va passer la coquille, le poussin va éclater la coquille. C'est le moment du transformement d'une situation, hein, où le fœtus va grandir, puis à un moment il y a l'accouchement. Voilà, c'est le moment des passages, c'est le kairos opportun. Et puis si on est dans le temps du chronos comme aujourd'hui, personne n'entend passer le kairos, parce qu'on est dans le temps des autoroutes avec un objectif et pas de moyen de fabriquer le chemin en marchant. Et là, le kairos devient la catastrophe, le retournement catastrophique. Et ça, c'est vraiment Dionysos, qui est le dieu de la création et le dieu de la destruction, selon le temps dans lequel il arrive et la façon dont on le voit. C'est vraiment un dieu de l'attention, et s'il n'y a pas d'attention, eh ben, il amène le sang, la fureur, l'écrasement, l'effondrement des structures périmées, mais aussi vraiment le diasparagmos, qui est vraiment le sacrifice en l'honneur de Dionysos, qui est un vrai déchiquettement du sacrifié en morceaux. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ce Dionysos a été
sacrée divinité du théâtre. Comment il est passé de la nature, des processus culturels au théâtre. Alors, pour ça, il faut qu'on revienne... Je ne sais pas si je l'ai... Il faut qu'on revienne au rituel. Dans tous les rituels, quel que soit le dieu chez les Grecs, Dionysos est vraiment le maître des rituels, le maître des chœurs, le maître de l'ivresse rituelle, etc. Et quand arrive le théâtre, en fait, il se passe quelque chose de très complexe à gérer pour l'acteur en particulier. C'est que dans le rituel, il est essentiel que tout le monde participe. Or, dans le théâtre, on demande aux gens de regarder et de ne rien faire. Donc, c'est-à-dire de regarder. Et donc, théâtre, ça vient du mot « voir ». C'est vraiment voir. Théo, théatromai, c'est je vois ce que je ne participe plus, je regarde. Le spectateur, c'est celui qui voit du haut. Alors, pourquoi les Grecs en sont arrivés là? Donc, pour ça, il nous faut remonter à la première fonction du rituel, selon René Girard, en fait, qui est que vous connaissez peut-être, qui est un anthropologue qui est mort il n'y a pas bien longtemps, du rituel. Donc, il faut, pour René Girard, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'être humain est inachevé. C'est ce qu'on appelle la néoténie. Donc, il est obligé d'imiter pour acquérir son humanité, en quelque sorte. Ce qui se passe sur la ligne, vous voyez en bas, il y a une ligne en pointillé, sujet-objet. Donc l'être humain, il ne désire pas vraiment des objets, il est en train d'imiter ce qu'on appelle le médiateur, c'est-à-dire son papa, sa maman, les gens qui l'entourent. Il est en train de les imiter pour acquérir, c'est une question de survie pour lui, pour acquérir des façons de se déplacer, de parler, etc. Or, ce médiateur, il est lui-même un être humain et il regarde vers un objet et il peut désirer acquérir où il a déjà un objet. Et dans le regard du sujet, c'est donc par le médiateur qui lui désigne ce qui est désirable. C'est parce que l'enfant voit ses parents parler qu'il va désirer avoir le langage et parler. C'est parce que... et puis après, ça va... Voilà. Ça veut dire que ce fameux médiateur devient petit à petit aussi un rival. Parce que les deux, voilà, il est le modèle, mais il est aussi le rival. Et ça s'appelle le désir triangulaire. Ce qui va créer chez l'être humain une violence, comme chez aucun, une violence autodestructrice, parce qu'il va y avoir des tas dans les premières communautés, il va y avoir, même dans les nôtres, hein, il va y avoir des concurrences permanentes. Et en plus, il y a une grosse chose très affective, puisque on aime le médiateur, on l'admire, et en même temps, c'est un rival. Donc, il va y avoir du ressentiment, il va y avoir des vengeances, il va y avoir et tout ça peut finalement détruire les communautés humaines. Et c'est vraiment ce qui arrive quand arrive le Dionysos du Kairos catastrophique, c'est quand il y a des animosités interpersonnelles tellement puissantes, des vengeances, que la communauté est menacée d'autodestruction. Donc selon Girard, à ce moment-là se produit un phénomène qui a écrit La violence et le sacré notamment. Il se produit un phénomène qui est universel dans toutes les cultures humaines. Il se produit ce qu'on appelle le lynchage primitif, c'est-à-dire qu'il y a une personne, souvent différente des autres, qui peut être handicapée ou alors qui peut être blanche dans un peuple de noirs ou noir dans un peuple de blancs, un boiteux, un bossu, quelqu'un qui a une différence manifeste, qui devient la victime émissaire sur lequel tout le monde se retourne en la rendant coupable des inimitiés et de tout ce qui risquait de conduire au chaos, voilà, à l'autodestruction communautaire. Et il se produit un vrai lynchage selon 3 modalités qu'on retrouve dans toutes les cultures selon la géographie. Je vous l'ai mis, c'est pas des dessins très intéressants, mais ça vous permet de... Donc la première modalité, c'est la lapidation.
donc autour du cercle, c'est-à-dire que pourquoi la lapidation? Parce que on considère que celui-là est responsable de tous nos maux, de toutes nos inimitiés, et donc il faut que ça soit un geste unanime et qu'il n'y ait pas de meurtrier, qu'il n'y en ait pas un qui soit identifié comme meurtrier, ce qui réentraînerait une vengeance. Et donc tout le monde doit jeter la pierre en même temps sur ce pauvre malheureux et croire fondamentalement qu'il est coupable. Parce que c'est ce que Girard appelle la méconnaissance sacrificielle, qu'on peut apparenter à un mensonge, hein. C'est-à-dire que c'est un mensonge que l'humanité se fait à elle-même, c'est lui qui est coupable. Donc ça draine, émissaire ça veut dire ça draine toutes les inimitiés sur cette victime sacrificielle. Ça c'est le premier lynchage. Et quand tous ces gens qui se haïssaient, qui se sont réunis dans une haine collective et unanime, à la fin quand la victime est morte, sans qu'on ait entendu sa voix, hein, vous imaginez, c'est des grands groupes, enfin, ou au moins un certain nombre de gens, le cercle permettant que ça n'échappe pas, ça c'est la deuxième modalité qui ressemble, c'est quand on accule une victime au bord d'une falaise, hein, c'est-à-dire que c'est un demi-cercle parce que là c'est le vide, et la troisième modalité, c'est l'Holocauste, c'est le feu. C'est-à-dire, il y a un sacerdote, c'est-à-dire celui qui fait le sacrifice au nom des autres, qui met le feu sous la victime. Pareil, personne ne l'a tué. C'est juste le feu et la fumée monte. Donc ça, ce sont les trois modalités qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Bon, là, c'est une question géographique. Hein. Si vous habitez en plaine, ça marche pas. Mais sinon, en général, le plus commun, c'est le cercle de lapidation. Et donc, à partir de là, il se produit un retournement dans le rituel. Alors vous imaginez 50 personnes en transe énervées contre un type, c'est vraiment de la transe. Hein. C'est ce qu'on voit dans les danses rituelles où il y a vraiment le geste de jeter et de tuer, mais ritualisé. Et donc, tout d'un coup, ils sont calmés par la mort. Et ce qui se passe, toujours selon René Girard, je vous le répète pour que vous ne pensiez pas que ça vient de moi seulement, ce qui se passe tout d'un coup, c'est qu'ils sont soulagés, ce qu'on appelle la catharsis. Ils sont soulagés et la haine se transmue de nouveau en communion. Et dans leur tête, ils se disent, mais en fait, c'est lui qui avait cette puissance-là. C'est lui qui était venu semer le désordre et c'est lui qui ramène la paix. Et il divinise le sacrifié. Ce qui fait que ce sacrifié-là, ensuite, ils vont remimer le lynchage primitif qui va devenir un rituel, refaire tous les ans, enfin, mais avec un sacrifié des fois amoindri, ça peut être un animal ou ça peut être ensuite un totem, un objet, ou bon, ça dépend. Mais en tout cas, ils vont refaire, et c'est ça qui va faire une forme culturelle, un calendrier, qui va petit à petit et continuer de créer, d'entretenir ce sacré, cette puissance sacrée qui va faire que celui qui a été tué est devenu un dieu et va transformer du lynchage primitif au rituel ce lynchage en une offrande tous les ans qui va être une façon de demander à ce dieu de ne pas refoutre le désordre, remettre le désordre dans les rapports. Donc il y a une crainte et on vient lui offrir tous les ans ou à date répétitive. Seulement le rituel il finit par s'user à cause de la méconnaissance sacrificielle. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus trop pourquoi on le fait et ça ne marche plus à expulser la violence. Et c'est là qu'intervient la crise sacrificielle qui arrive dans toutes les sociétés et où interviennent justement ces diasparagmos, c'est-à-dire ces démembrements spontanés qu'on retrouve et qui est le culte même de Dionysos. C'est-à-dire que tout d'un coup, plus personne n'arrive à ramener la paix par le sacrifice, plus personne ne sait ce qu'il fait, et donc il y a une
de nouveau des lynchages qui se produisent, un désordre et risque d'entraîner la cité ou le village dans l'autodestruction. Et c'est là que souvent Dionysos revient, ou qu'on dit qu'il revient, et que, comme dans la pièce Les Bacchantes d'Euripide, qui finit par le démembrement de Pynthée, qui est le nouveau roi de Thèbes, c'est-à-dire Dionysos revient dans la ville de Thèbes, c'est une pièce d'Euripide. Il revient dans la ville de Thèbes et là il se rend compte que Pynthée, son cousin, a pris le pouvoir et n'obéit plus aux dieux. Il est même devenu athée. Et donc il décide d'entraîner tout le monde dans son ivresse et il manipule, on va dire en quelque sorte, les femmes de la ville qui deviennent des bacchantes. Il les manipule en quelque sorte pour qu'elles il leur infuse des visions hallucinatoires, et quand Pynthée essaye de venir remettre de l'ordre, on pourrait apparenter Pynthée à une sorte de technocrate qui n'obéit plus au reflet de Dionysos, un Apollon qui se serait dégagé de cette obéissance cosmique en fait, aux lois de la nature et de la culture. Et donc quand il revient, quand Pynthée essaye d'aller mettre de l'ordre chez les Bacchantes, il se fait déchiqueter par sa propre mère, qui est devenue Bacchante, qui est aussi la fille de Cadmos et du roi, qui ramène sa tête sur un pic sans même se rendre compte qu'elle a déchiqueté son propre fils, avec toute sa bande de Bachantes qui étaient parce que il y a eu cette vision hallucinatoire, après elles s'en rendent compte, mais c'est ça l'ivresse catastrophique de Dionysos quand dans une cité il n'y a plus de croyance en lui et de culte qui lui est rendu. Voilà. Donc c'est vraiment le dieu de la crise sociale, de la crise sacrificielle, de quand ça retombe dans le kairos, voilà. Et donc les Grecs, à l'époque de la naissance du théâtre, pourquoi ils ont inventé le théâtre? Pourquoi ils ont privé le rituel de participation? C'est parce que dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, on va en arriver au regard bientôt, ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils sont en train de passer d'une société régulée par le rite et le sacrifice et une société plus politique, avec un ordre plus étatique, mais ils ont 10 tribus qui font partie de la ville d'Athènes et qui ont chacune leur sacré, qui ont chacune leur Dionysos d'ailleurs. Elles ont, parce qu'il y a beaucoup de Dionysos, ce que je vous ai dit, raconté au début, c'est très simplifié. Et donc elles ont, il y a un Dionysos qui s'occupe des éphèbes, le Dionysos noir, Mélananta, il y a Dionysos Eleutéros, etc. Il y a des tas d'autres dieux. Donc ils se disent comment on va faire pour maintenir enfin ils se le disent, c'est très inconscient tout ça, mais ils se disent comment on va faire pour maintenir un ordre entre tout ça, entre toutes articuler toutes ces communautés qu'ils appellent des tribus dans une démocratie, on va dire commune, en respectant les sacrés de chacun et les cultures de chacun, mais en essayant de faire ville, police, commune. Voilà. Et à ce moment-là, le théâtre arrive. Ou à partir évidemment je vous simplifie extrêmement, énormément. Il y avait des chœurs dans les villages, il y avait beaucoup des komoïs, comme on disait, mais en tout cas, dans la cité athénienne, ils décident de mettre toute la cité dans l'organisation d'un art où on va regarder et observer les phénomènes sociaux, religieux, politiques, sans y participer. Alors vous imaginez cette histoire de voir, elle vient parce que, vous imaginez si vous avez dans une cité 12 ou 15 religions, 15 formes de sacrés, vous ne pouvez pas les mettre tous sur le même lieu en train de pratiquer leur sacré, parce que les sacrés sont incompatibles. Il y en a un qui a tel rituel, l'autre tel rituel. Donc ils ont dit, ils feront rien. On va prendre Dionysos. Alors c'est intéressant parce que les
l'archonte, qui est le roi, il y a 2 archontes à Athènes, mais enfin l'archonte magistrat suprême, il délègue 2 assesseurs. Ça se passe sur une année entière, hein, c'est tout un boulot de toute la cité, qui prennent eux-mêmes 10 commissaires et qui choisissent dans chaque tribu des gens pour faire les chœurs sur scène et qui ensuite vont répéter pendant toute une année sur la pièce d'un dramaturge qui a été choisi sur concours, qui va répéter avec, donc il y aura toujours 1 ou 2 acteurs professionnels entre guillemets, puisque c'est la naissance de l'acteur, mais en tout cas il y aura toujours des chœurs amateurs, toujours. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les gens qui vont venir voir des différentes tribus reconnaissent et puis se mettent pas à jeter des pierres et à se croire au rituel, mais reconnaissent des gens parmi eux qui font partie de ce phénomène. C'est pour intéresser toute la population à ce phénomène théâtral. Ensuite, ça fait quand même un total. Alors, ensuite, il y a les grandes Dionysies qui sont les 5 jours où on joue. Et il y en a à Athènes, il y en a une grande par an, ça s'appelle la Dionysie, où il y a quand même 1165 choreutes, ça veut dire de gens de chœur. Et du matin au soir, pendant 5 jours, il se joue une suite de tragédies, satire et comédie. Voilà. Et c'est du matin au soir, et on paye un théoricon, c'est-à-dire une subvention aux artisans pour leur rembourser leur journée de travail pour qu'ils viennent voir. Ça veut dire qu'il y a une organisation énorme autour du théâtre, comme fabricatrice de liens sociaux entre des gens liés à des sacrés différents pour cette communauté. Et donc c'est pour ça que les acteurs passe comment on pourrait dire, que tout d'un coup, il faut des techniques pour tenir ces gens. Parce qu'il y a des récits où au début, c'était pas bien clair dans la tête du public, et il y a des acteurs qui se faisaient lyncher. C'est-à-dire, vous savez, il y a encore des traces avec les tomates. Enfin, on dit, c'est pris des tomates. Et on n'est jamais très loin dans le théâtre. Si l'acteur a un mauvais rôle, il y a déjà une confusion qui se fait dans la tête des gens et commence à lyncher. Il y a des acteurs, il y a des tas d'anecdotes d'acteurs qui se sont fait attendre à la sortie et casser la figure. On n'est jamais loin de la victime sacrificielle à lyncher et à on n'est pas loin du rituel. Donc tout ça. Fait que puis il y a aussi une autre chose que je vais vous dire, c'est-à-dire que la cité d'Athènes est très précautionneuse, c'est-à-dire que elle ne déplace, elle prend Dionysos dans un temple et elle le déplace de nuit comme subrepticement, tout le monde le sait, mais elle le fait déplacer par les éphèbes. Les éphèbes, en fait, ce sont les jeunes entre l'âge d'enfance et l'âge adulte, et qui sont pendant quelques années à Athènes jetés hors de la ville pour vivre le chaos et la vie sauvage, on va dire, pour bien éprouver le chaos, pour qu'ensuite ils reviennent dans le cadre de la cité et des hoplites. Et on s'en servait pour faire des guerres interdites sur le plan diurne. Il y a un très beau texte de Vernon qui s'appelle « Le chasseur noir », de Vidal-Naquet, où il raconte cette tradition des hoplites, qui est une tradition initiatique d'adolescents, et qui sont complètement liés à Dionysos, qui se font couper les cheveux pour entrer en initiation dans le temple de Dionysos, et qui reviennent lors des concours dramatiques pour déplacer la figure de Dionysos dans le théâtre, après lui avoir fait un sacrifice énorme, une hécatombe. On appelle ça une hécatombe, c'est-à-dire au moins 50 taureaux sacrifiés pour se donner le droit de, en quelque sorte, désacraliser Dionysos en l'amenant au théâtre. Vous voyez, c'était des précautions. Ils avaient tellement peur que la cité et le sacré rebasculent dans le sang, en fait, dans la crise, ou qu'il y ait des gens qui disent « Mais attendez, c'est notre Dieu, vous l'amenez dans un lieu à moitié laïque, à moitié... » Donc, ils prenaient vraiment des précautions. Donc, avant les grandes Dionysies, il y a des grandes fêtes dionysiaques avec sacrifices, avec orgies, etc. Et ensuite,
les gens sont en quelque sorte libérés pour aller au théâtre. Et pour les cérémonies dionysiaques, il n'y avait pas besoin de leur donner une subvention, ils y allaient direct. Mais pour le théâtre, pour voir, c'était autre chose. Donc c'est un peu tout ça qui explique ou qui donne qu'est-ce que fait le théâtre là-dedans? Qu'est-ce que fait l'acteur surtout? Alors l'acteur, voilà, ça c'est le déroulement de la fête. Hein, je vous ai mis, avant le déroulement de la fête dramatique, l'antique statue de Dionysos était placée dans un petit temple situé près de l'académie, sur la route d'Éléoutère. Un sacrifice y était accompli et des hymnes chantés, puis la statue était apportée au théâtre lors d'une procession au flambeau. Ce rite, dans lequel les éphèbes jouaient un rôle de premier plan, reproduisait chaque année l'introduction du dieu dans la ville. Les Dionysies, parce que Dionysos, c'est le dieu toujours qui vient de la campagne, du monde sauvage, etc. Les Dionysies donc, se déroulaient sur plusieurs jours. Elles débutaient le matin du premier jour par une procession qui était une phallophorie, c'est-à-dire un mythe phallique. Elles traversaient l'agora, où les chœurs rendaient hommage à toutes les divinités, et en particulier aux 12 dieux. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire que traversent l'espace politique font hommage à tous les dieux possibles et imaginables pour n'en vexer aucun. Hein. Et ensuite, grand sacrifice de taureaux. C'est plus que ce que je vous dis. Hein. En 333 avant Jésus-Christ, on aurait sacrifié 240 bêtes. Vous voyez un peu la mare de sang. Enfin, c'est quelque chose. Hein. Les métèques. Alors, les métèques dans la Grèce, c'est les étrangers qui n'ont pas accès à toutes les fonctions démocratiques et qui n'ont pas accès au vote, etc. Et donc, on voit que là, dans les Dionysies, il est très important pour eux d'avoir tout le monde, y compris ceux qui ne participent pas à la démocratie, les métèques, les femmes, tout le monde doit être présent dans cette cérémonie. Donc les métèques, comme les citoyens, y participaient, et certains d'entre eux portaient des offrandes ou des récipients utiles au sacrifice. Des jeunes filles de bonne famille tenaient des corbeilles, certains citoyens des gâteaux cuits. Bon, je vous passe les détails. Les métèques habillés de pourpre. Alors ça, c'est intéressant, parce que la pourpre, c'est vraiment l'habit du sacrifié et du sacré à la fois. Sacrifice, ça veut dire fabriquer le sacré. Donc le métèque, il est toujours un peu entre deux dans l'Athènes, toujours entre on le sacrifie ou pas. Se chargeait de vases ouverts, tout comme lors de la procession des Panathénées. Les acteurs défilaient, ainsi que les chorèges, eux aussi vêtus de pourpre. C'est-à-dire que l'acteur était considéré comme un sacrifié qu'on amenait à l'abattoir, en quelque sorte, dans cette procession. Qu'on amenait voilà, enfin, symboliquement, hein, parce que, voilà, symboliquement, mais je vous ai dit, des fois, c'était un peu tangent. Et donc, on peut presque voir que le trac est effectivement, le trac de l'acteur est effectivement, parce que c'est très particulier comme acteur d'avoir le trac. C'est pas une petite peur comme ça de quelque chose. On ne sait pas pourquoi on a peur, puis on est en général malade organiquement. Le trac, souvenir de l'ancienne trac, se transmue au théâtre en une peur pour l'acteur de ne pas parvenir à éblouir et séduire le spectateur. Éblouir cet adversaire, parce qu'il y a quand même cet archétype du sacrifice, du sacrifié devant des sacrificateurs, car l'adversaire n'est pas celui qu'il faut abattre, c'est celui qu'il faut éblouir. L'éblouir pour ensuite le séduire, non pas dans le sens de chercher à plaire, mais séduire dans le sens étymologique de conduire à soi, d'en agir avec les spectateurs comme avec les serpents qu'on charme et les faire revenir par l'organisme jusqu'aux plus subtiles notions. Ça, c'est une phrase d'Artaud qui signifie qu'en fait, l'acteur, l'acteur doit conduire le regard du spectateur. Alors, si vous imaginez le lynchage, le spectateur est prêt à lancer la pierre. C'est un peu l'état psychologique archétypal du spectateur, parce qu'il arrive pour un rituel, il va jeter la pierre et l'acteur doit suspendre ce jet de pierre, transmuter cette énergie de haine et la renvoyer vers l'autre, ce qui en fait une sorte de chaman.
Voilà. Dans les cultures très éloignées les unes des autres, l'initiation du chaman culmine dans un rêve de démembrement, donc on retrouve le démembrement dionysiaque, au terme duquel le candidat se réveille, ou plutôt ressuscite sous la forme d'un chaman accompli. Cette épreuve suprême ressemble à la mise en pièces collective de la victime dans le diasparagmos dionysiaque, quand voilà, l'être est mis en pièces, et dans un grand nombre de rituels de provenance très diverses. Si le démembrement est un signe de résurrection et de conquête triomphale, c'est parce qu'il signifie le mécanisme même de la victime émissaire, la métamorphose du maléfice en bénéfique. Le chaman subit les mêmes métamorphoses que les créatures mythiques auxquelles il fera appel plus tard dans l'exercice de ses fonctions. S'il peut recevoir l'aide de celle-ci, c'est parce qu'il traite avec elle sur un pied d'égalité. Et c'était très exactement ce que décrit Aristote, qui a théorisé le théâtre dans un livre qui s'appelle La Poétique, où il dit que le théâtre est là pour une catharsis. Or, la catharsis, ça vient de katharma, excusez-moi. Le katharma, c'est... dans la poétique d'Aristote, il dit que le théâtre est là pour faire une catharsis, mais il est utilisé que 2 fois le mot dans ce livre-là, alors que dans l'ensemble de l'œuvre d'Aristote, il est utilisé au moins 200 fois. En politique, en médecine, il appelle les menstrues katharma, il appelle l'expulsion des maladies katharma, etc. Et en fait, ce mot catharsis veut dire purgation, et c'est exactement ce que le chaman extrait du corps du malade ou du possédé grâce à sa cérémonie, et ça, on appelle ça le katharma, et on appelle le chaman lui-même katharma, c'est-à-dire qu'il il est un sacrifié qui arrive à retenir le lynchage et à transmuter l'énergie collective pour la renvoyer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve le même mouvement de Dionysos et que la catharsis, donc cette purge, que la tragédie... alors la tragédie, justement, tragédie, ça veut dire chant du bouc émissaire. Donc c'est vraiment la forme du sacrifice. Et on sait à la fin des tragédies qu'il y a forcément quelqu'un qui est sacrifié. On sait que ça va mal finir de toute façon, même si dans la comédie, moins. Et donc, c'est vraiment une vertu de catharsis, mais l'acteur doit maintenir ce renvoi permanent de la puissance sacrificielle vers le spectateur. Voilà. Donc, ça, c'est encore une phrase d'Artaud, qui explique, parce que Artaud a beaucoup travaillé sur cette vision de l'acteur et de la transe, qu'on doit toucher à distance le spectateur, et plus lui ne faisant plus rien. Et donc il disait un théâtre qui produit des transes, comme les danses de Derviche et d'Aïssawa produisent des transes, et qui s'adresse à l'organisme avec des moyens précis, et avec les mêmes moyens que les musiques de guérison de certaines peuplades que nous admirons dans les disques, mais que nous sommes incapables de faire naître parmi nous. Dans Le théâtre et son double, il disait ça. Et il disait aussi qu'il faut admettre pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond à des localisations physiques des sentiments. Il en est de l'acteur comme d'un véritable athlète physique, mais avec ce correctif surprenant qu'à l'organisme de l'athlète correspond un organisme affectif analogue et qui est parallèle à l'autre, qui est comme le double de l'autre, bien qu'ils n'agissent pas sur le même plan. Et ça, c'est vraiment le regard dans le miroir, le regard qui fabrique toujours ses visions et qui reçoit des impressions de ses visions. Alors, je vais aller là. Donc, ça nous donne ça au théâtre. Ça nous donne... Je vous ai mis une petite image du cinéma sur la gauche. Ça veut dire que l'acteur... Je vais prendre le micro pour ma... L'acteur, il ne s'adresse pas à vous comme je le fais en ce moment-là. Sinon, vous n'êtes pas dans un reflet.
Pour que vous compreniez bien, j'ai mis l'exemple du cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, si moi je suis au cinéma, je regarde un écran et derrière moi, je suis traversée par le projecteur. Je suis dans la lumière du projecteur et je regarde ce qui se passe sur l'écran, un peu comme dans la caverne de Platon, où ils sont devant des ombres et derrière, il y a l'écran. Donc ça, c'est ce qui se passe au cinéma. Ce qui ne se passe pas dans cette confrontation où il y a un jeu comme ça entre nous. Au cinéma, c'est comme ça. Au théâtre, il y a une double perspective. Donc, je vous ai mis l'acteur avec le petit masque rouge. Donc, l'acteur, en fait, il ne vous regarde pas comme ça. Il projette sur un écran derrière vous son image ou les images imaginaires qu'il a besoin de projeter et il reçoit une impression. Il est en projection, impression, il est en perspective focale et perspective inversée, c'est-à-dire il projette, et donc vous êtes dans le flux et le reflux d'une présence qui peut vous tirer et vous relâcher et vous repousser, etc. Vous êtes dans le reflet de Dionysos. Donc c'est une présence qui va évidemment pas s'appuyer que sur le regard, mais qui va quand même partir du regard et de cette histoire de reflet. Et ce reflet, en fait, il n'est pas seulement droit. Je vais vous montrer quelque chose. Si je vous parle... attendez, je suis un peu gênée avec ça. Voilà. Si j'ai besoin de faire un geste vers moi, par exemple de prendre de prendre quelque chose dans mon ventre, enfin, donc je vais prendre quelque chose dans mon ventre et puis je vais vous l'offrir. Voyez ? Donc là, je le fais pour moi et puis je vous l'offre. Et là, en fait, je ne tiens pas le reflet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'imaginer qu'il y a ce grand miroir, je me vois là-bas et je suis cette sphère, et là je vais venir ici et je vais vous lancer cette chose-là, et là je vais recevoir l'effet de ma vision. C'est très différent parce que je porte ma présence en fait, et comme vous êtes dans ce reflet, je vais pouvoir, soit quand je vais quitter la verticale, soit pouvoir vous prendre comme ça, soit pouvoir vous prendre comme ça avec moi. C'est-à-dire que si je vais par exemple m'effondrer en disant un texte en plus, dès que je vais casser la verticale, il va falloir que je n'effondre pas la verticale, mais que j'aille vers le cercle. Voilà, vers ce cercle de regard et de reflets qu'il y a tout autour de moi. Et même quand je regarde un autre acteur, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais transporter mon regard, même si je le fais vite, je ne vais pas faire... Voilà. Parce que là, je voyais, je ne porte plus rien. Il faut que mon regard soit porté et que vous soyez toujours dans ce reflet. Et donc ça donne ça donne en fait, vous voyez, le regard de Narcisse. J'ai fait un rond, c'est une statue une peinture du Caravage. Vous voyez, en fait, il est dans ce cercle de Narcisse. Et donc on pourrait considérer que l'acteur, pour préparer sa présence, ce qu'il fait, c'est je me regarde dans un miroir, je relève le miroir de Narcisse, je peux me regarder et sans perdre l'intimité que j'ai avec ce miroir, je vais le repousser. Et voyez, je ne fais pas ça. Je fais aussi un rond par derrière. J'envoie le miroir très loin. Et là, quand je vais baisser les yeux, je vais continuer avec la sphère du miroir.
Et chaque fois, je continue de me regarder dans ce reflet, dans lequel je peux faire apparaître des ombres, d'autres choses, hein. C'est-à-dire des choses... mais il y a toujours cette notion de... Je vais vous le faire sans maintenant, sans me regarder dans un miroir. Hein, vous voyez? C'est-à-dire... Donc ça veut dire que c'est un regard qui est porté par tout le... Et c'est pas une histoire d'état émotionnel, hein. C'est pas une histoire d'état émotionnel. C'est pas... par exemple, je peux vous dire... attendez, je vais vous le faire sur... qu'est-ce que je vais... qu'est-ce que t'as, toi? Voilà, je vous dis n'importe quoi, mais ça peu importe. Qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as? Voyez, là, voilà. Et si je porte la présence, qu'est-ce que t'as, toi? Tout de suite, il y a quelque chose qui se produit parce que je n'oublie jamais que je porte cette présence, peu importe l'état, peu importe que ce soit de la colère, de la tendresse, de la joie, ce que vous voulez. Je suis comme si j'avais ce miroir comme ça, et puis comme si chaque fois j'étais dans cette sphère dans laquelle je me reflète et au milieu de laquelle vous êtes. Et donc là, il y a ces deux mouvements. Ce qu'on fait... Voilà, ce qui est représenté aussi par cette statue où on voit la verticale et puis le rond dans ses mains. Voilà, la verticale parfaite. Et quand elle va lâcher donc ça travaille un regard qui est en fait porté par tout le corps, évidemment. Et ça donne des matrices gestuelles. Voilà. Ça, on en parlera après. Voilà, ça donne des matrices... non, je suis obligée d'en parler avant, excusez-moi. En réalité, ce qui se passe, c'est que la verticalité humaine... Je vais vous montrer comment on prépare ça chez l'acteur par un type de méditation ou qui est à la fois, voilà, qui est vraiment... Je vous montre ça. Donc en fait, pour préparer ça chez l'acteur, moi je me suis inspirée de méditation de l'alchimie interne taoïste que j'ai un peu revisité pour le théâtre, voilà. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que vous pouvez même la faire en même temps, hein, que je vous dis. On met le regard devant, très loin ou derrière les paupières si on a les yeux fermés, et en même temps qu'on le met devant, on le met aussi vers le fond. Et on sent, parce que ici il y a les radiations optiques, ça c'est au niveau de la croix oculaire, là où les deux nerfs optiques se rejoignent. Et quand ça s'appelle comme ça, hein, les radiations oculaires au fond du crâne, quand on regarde vers l'intérieur, on sent quelque chose qui se passe par là. Hein, c'est ça, les radiations optiques. Et là, il y a ce chiasme optique, la rencontre des deux nerfs, donc on envoie le regard là et on le laisse là en même temps. C'est comme un élastique qui se tend. Le deuxième mouvement qu'on fait, c'est qu'on envoie le regard ici, comme pour faire une coque. Alors pour bien le sentir, on peut faire les yeux blancs, et ça le fait mécaniquement qu'on sent l'arrondi du crâne. Puis après, on n'a même pas besoin de faire les yeux blancs. On a tout de suite cette sensation du regard qui se met à infuser et couler sous la peau du crâne comme ça. Elle est là et là. Ça vous fait comme un petit bonnet à l'intérieur. Hein. Ensuite, on descend derrière la nuque jusqu'à ce point qui est très important. Et ça, c'est le regard toujours qui fait comme un fil de miel ou un fil qui, comme on harnache le corps de fil en fait, de fil de regard. Et puis on arrive là, à ce point qui est à la base de la nuque, et là c'est le point d'interrogation qui se finit, comme ça, et qui va descendre au centre du corps, direct vers le cœur.
Ça, on fait très soigneusement pour bien ressentir tout, dessiner tous ces passages, hein, comme l'électricien, comme je vous ai dit, c'est-à-dire c'est le niveau comment on dit, de psychique, c'est pas un niveau encore très matériel, mais il faut que ça soit bien dessiné pour après pouvoir ressurgir sous forme énergétique dans le jeu. Là, on laisse le cœur comme s'il était percé, se déployer comme un geyser. Enfin voilà, on sent... Et on continue tout doucement vers le bas jusqu'à arriver au périnée, qui est comme le mont Fuji, qui est monté un petit peu au centre du corps. On continue à descendre le regard, c'est toujours le regard, à fond de culotte, et on remonte le long des fesses jusqu'à en face, le point en face du nombril, le nombril étant là. On appuie sur ce point pour rendre droite la colonne vertébrale et retourner le sacrum et monter encore plus le périnée. Toujours à fleur de peau, on continue la montée ensuite. On arrive de nouveau à ce point-là que les Chinois appellent le Yamen, la porte de la voix et du regard. Ça, c'est la porte de la vie, Mingmen. Et on fait une ligne primitive comme ça, entre ce point et ce point. Je vous dis vite, hein, parce que... Et puis on continue, et là on retrouve le chemin qu'on a déjà un peu marqué avant. On redescend, et là on descend à fleur de peau, on colle la langue au palais et on continue à descendre derrière la gorge, et là c'est à fleur de peau qu'on fait le chemin du devant. On descend, donc tout ça c'est du fil de regard qui commence à habiter le corps, à l'armer comme une marionnette. On redescend jusqu'à fond de pubis, en fait, là c'était à fond de culotte, et on remonte le périnée. Et là on a déjà tracé cette ligne dans le sens descendant, on va le tracer comme ça. Mais en général, on va essayer de le jusqu'à la croix optique. Hop. Mais on ne va pas le tracer peut-être comme on l'a tracé petit à petit. Ici, on va le tracer d'un coup, paf. C'est-à-dire, on va visualiser cette croix optique et on va remplir ce fil que les Chinois appellent Shuangmai, le canal de la verticalité, canal de la transparence, qui n'existe que chez les humains, qui n'est pas un canal organique, qui est un canal spirituel en fait. Et donc, hop, il va s'habiter et il va sans arrêt être alimenté par... Il faut le vivre comme alimenté par l'énergie cosmique tout le temps et qui continue de le tenir. Et quand il arrive là, il arrive pile à la croix au chiasme optique, donc cette croix qui est le chef d'orchestre du corps parce qu'elle réunit les nerfs optiques, mais aussi les glandes maîtresses du corps endocrinaux, enfin voilà, puisqu'il y a dans le chiasme optique, il y a des liens entre les hormones maîtresses, l'hypothalamus, la glande pinéale, etc., et les nerfs optiques. Et on va imaginer que cette croix, elle monte là, et qu'on continue le fil jusqu'à au-dessus. Et c'est plus que de l'imagination. Et que depuis cette croix, il va y avoir une douche énergétique qui va faire sentir à l'acteur sa surface cutanée externe, puisque là on a travaillé surface cutanée interne, et qui va faire sentir à l'acteur toute sa peau, ce qui est très important, parce que ça va lui permettre ensuite d'avoir en quelque sorte la conscience sur la peau, et au lieu de jouer ses états à l'intérieur, il va pouvoir, avec cette peau vivante, jouer par exemple la tristesse comme si l'air était devenu, ou par exemple, comme si l'air était devenu très pesante. Il va pouvoir créer dans la densité matérielle légère de l'air toutes sortes de matières qui vont être voilà. Et l'autre chose, c'est que là, il va être suspendu. Alors ça, chez les marionnettistes, on appelle ça un en-secret. C'est la petite croix avec laquelle ils guident la marionnette avec tous leurs fils. Et donc, c'est avec cette petite croix que l'acteur va pouvoir se suspendre pour pas être dans le poids de sa chair,
mais par exemple, jouer sur des jeux d'enracinement et des jeux de suspension, et puis il va pas faire les bras m'en tombent, il va pas faire « oh, je suis déçu », parce que là, il casse sa présence, mais il va faire « oh, je suis déçu ». Il reste suspendu. C'est-à-dire qu'il... Voilà, c'est pas... Je suis pas dans le poids de mon propre corps, je suis enraciné en bas et marionnette en haut pour me désuspendre, et ça va être mon principal vocabulaire, et prisonnier, pas prisonnier, mais toujours en train de secréter ce regard pour ne pas tomber dans la conférence comme maintenant, vous voyez, dans le... Voilà, mais pour tomber dans... Parce que il y a une chose, c'est que l'acteur ne peut pas... ne doit pas seulement jouer des états, il doit conduire un récit. Vous voyez, avec des ellipses de temps, avec des dialogues, des changements de... Voilà, donc... Il faut vraiment, la marionnette, ça sert à ça, c'est-à-dire, tac, et puis peut-être que c'est le jour d'après, stop, 1, 2, 3, maintenant c'est le jour d'après. Donc, si je fais ça, on va pas sentir. Hein. Donc, c'est tout un récit articulé qui doit porter, dans lequel il doit conduire sans arrêt le spectateur. Et pour ça, il a besoin de les emmener, vraiment, et d'être suspendu et d'être enraciné. Et tout ça, c'est ce fil du regard qui le provoque, en fait. C'est pour ça que c'est pas juste se regarder, c'est vraiment être traversé par tous ces fils. Et je vous montre maintenant, donc ça, je vais pas m'arrêter. Donc ça, c'est l'état 0, c'est quand le regard est en élastique droit. Ça donne des positions comme ça. Voilà. Perspective focale, pour ne pas regarder comme ça, voilà. Au contraire, je vais augmenter le rond derrière moi pour amener ici. Donc ça va donner des positions comme ça. Voilà. Vous voyez, il fait pas ça, le gars. Hein, ou même le penseur, l'homme penché, il est pas comme ça. Il va vous chercher un peu comme ça. Hein. Et puis, même le Saint-Jérôme, enfin, tous, ils vous prennent dans un cercle, en fait. Ou Marcel Marceau, pareil. Et la perspective inversée, c'est vraiment quand je vous prends par le regard, par-dessous, dans tout ce qui est ivresse, lyrisme, enthousiasme, etc. Voilà. Donc, c'est la matrice, c'est comme une coquille de devant et l'autre, c'est comme une coquille de derrière. Et s'il n'y avait pas de miroir derrière vous, je resterais là. Alors que là, je viens vous chercher. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Si peut-être vous avez des... je ne sais pas si on a le temps, mais on a peut-être le temps d'échanger un peu. Oui ? Voilà. Hein, c'est mieux comme ça. Je vous en prie. Hop. Non, c'est ça. Je pense que c'est bien d'échanger si vous avez des questions ou des... Parce que je vous ai dit à peu près 10% de ce que je voulais vous dire, mais tant mieux. Hein. Tant mieux parce que... Oui. Je passe le micro. Hein. Oui. Alors, quand vous avez parlé du lynchage, ce qui m'est venu tout de suite, c'est le harcèlement, qui est très à la mode, hélas, en ce moment. Quel lien vous faites avec ce bouc émissaire qui est pris à l'école comme ça et ce groupe ? C'est vraiment cette image qui s'est superposée pour moi. Comment on peut faire ce lien ? On peut le faire très fortement, on va dire. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose, hein. C'est comme la rumeur, c'est comme... voilà, c'est exactement... C'est un moment où, en fait... Parce que dans la médiation, il y a une chose qui est très importante. Dans la médiation, je vous reprends la photo, là. Dans la médiation violente, voilà. Le médiateur, en fait, c'est-à-dire la personne qui vous donne modèle à votre désir, vous voulez être comme papa, comme maman, etc. Il peut être un médiateur... proche ou un médiateur loin. C'est-à-dire, par exemple, Don Quichotte, son médiateur, c'est un chevalier
il veut copier Amadis de Gaulle, il s'appelle Amadis de Gaulle, et donc il se bat comme lui, mais le gars, il est mort, enfin c'est un mythe. Donc pour Girard, la médiation externe, c'est quand par exemple vous admirez un dieu, vous admirez une transcendance ou quelqu'un qui est vraiment hors de portée de votre rivalité. Vous n'êtes pas rival avec quelqu'un que vous admirez, un grand maître de musique, donc de qui vous voulez apprendre l'art. Vous n'entrez pas en rivalité. C'est un médiateur externe. Par contre, le médiateur interne, comme l'appelle Girard, c'est celui qui est votre égal quasiment. Et donc il va y avoir une volonté de destruction énorme, justement parce qu'il n'y a pas de transcendance en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que moins il y a de maîtres enseignants, moins il y a de transcendance religieuse ou au moins spirituelle, plus on va avoir des médiations internes très violentes. Parce que vous êtes toujours plus jaloux de votre frère, de votre égal, alors qu'avec quelqu'un qui a une autorité, vous allez plus avoir une médiation, vous allez vouloir devenir ce qu'il est, mais ça ne va pas amener à l'envie de le détruire. Donc plus une société est peu transmettrice de savoir et reconnaissante de certaines autorités artisanale, artistique, etc., plus elle est violente en fait. Et donc, vu l'état dans lequel est notre école aujourd'hui, le harcèlement, c'est presque, je dirais, voilà, c'est pas un épiphénomène, ça fait partie presque de la structure telle qu'elle est conçue, quoi. Il y a quelque chose de... D'ailleurs, les Grecs avaient tellement conscience de ça que c'est de là que vient l'éphébie. C'est-à-dire qu'ils faisaient passer aux jeunes un sale quart d'heure, enfin 2 ans quand même, hein, 2 ans pour leur montrer ce que c'était qu'une vie sans transmission, sans règles, sans etc. Et leur faire passer cette crise d'adolescence, entre guillemets, après laquelle ils revenaient dans le rang en toute connaissance de cause aussi. Ils pouvaient apprécier les bienfaits d'une sorte d'ordre social et d'ordre de connaissance aussi. Voilà. Enfin, après, je ne suis pas spécialiste du harcèlement, mais enfin, c'est comme ça que je le... En tout cas, dans l'association René Girard, il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces notions-là. Je voulais faire un parallèle avec les pédagogues en Grèce, justement, qui accompagnaient, en fait, qui étaient plutôt des guides, et peut-être qui rejoignaient ces médiateurs, mais extérieurs à la famille, en fait. Et voilà, de savoir ce que vous en pensez, peut-être. Faire un parallèle. Je connais pas bien, moi, hein, les pédagogues grecs, tout ça, mais effectivement, de toute façon, il y a eu les précepteurs après, il y a eu les instituteurs, il y a eu... Et c'est clair que il y avait une valorisation de ça. Aristote, par exemple, c'était un pédagogue, oui, justement. Enfin, tous ces gens-là, c'était des... Il y avait une attention phénoménale à la formation de l'enfant, en fait. Donc même comme ça, les Grecs avaient inventé le théâtre parce qu'ils avaient très peur. Mais même si vous analysez la façon de... Cette attention à former des chœurs, donc c'était une fonction honorifique d'être corrège, ça veut dire le gars qui finançait tout ça. Il faisait appel à des grandes familles. Voilà, le corrège, il finançait et c'était honorifique. Et donc toute l'année, vous imaginez, répéter toute l'année avec des chœurs pour qu'ensuite ça soit un spectacle de 5 jours, enfin des spectacles de 5 jours, ça veut dire qu'ils y passaient un temps incroyable et qui vraiment se mettaient en 4, toute la cité se mettait en 4 et en frais pour former des gens, parce qu'il fallait leur apprendre à chanter, leur apprendre à se déplacer, à faire des chorégraphies, à donner la réplique aux acteurs. C'était pas de la petite répétition, hein. C'est-à-dire que les 2 par tribu qui prenaient pour faire ça, ils y passaient l'année, quoi. Ils passaient l'année pour préparer 5 jours, jouer une fois chaque pièce, hein, pas plus. Donc ça donne tout de suite le niveau d'importance qu'une société donne à la formation.
hein, c'est clair. À la forme, alors moi je parle du côté du théâtre, mais ça devait être pareil pour la philosophie. Il y avait l'académie, c'est pareil. Vous voyez, l'académie de Platon, qui était sur qui était sur l'Agora, en partant de l'Agora, ils y passaient 4-5 ans, les gars, là, ou c'est des fois plus même, à discuter, c'était... Et puis les petits... Oui, c'est clair, c'est... Voilà, quoi. Voilà, moi je viens de l'école du mime Marceau. Alors, quand je vous vois, je vois tout à fait le poids de l'âme dont il parlait. Cette suspension entre la terre et le ciel que le corps, donc l'art de l'acteur, unit. Et ma question, c'est si cette mimésis se met en place aujourd'hui par le spectacle, que ce soit au théâtre ou par le cinéma ou par le biais, j'ai la sensation que le public reste quand même passif, qui ressort de là pas vraiment transformé. Alors, est-ce que l'idée du spectacle, là, c'est des coryphées, enfin, c'est vraiment une transformation, j'imagine, pour un peuple. S'il y a une violence qui doit s'exprimer, à ce moment-là, elle était peut-être canalisée et la société pouvait peut-être repartir en paix dès le lendemain, peut-être. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la violence n'est pas canalisée et que le spectacle ne joue peut-être plus son rôle. Pourtant, l'art de l'acteur, lui, continue toujours d'activer. Et vous êtes la preuve vivante que vous êtes allé peut-être plus loin du côté occidental du travail de l'acteur. Et il me semble que les Orientaux ont peut-être tout compris sur le corps, enfin sur le travail du corps énergétique. Alors ma question, elle est toute simple. Enfin, si du moins il y en avait une. Oui, le mime, en fait, il vient de là, alors, au départ. C'est le fait que la mimésis, le mime, c'est cet art que les acteurs sont en train de créer, en fait. C'est à ce moment-là qu'ils décident d'incarner peut-être tous ces univers qui sont à la fois cosmiques et en même temps peut être le vent, peut être l'air, enfin... non, j'ai pas d'autres questions. Enfin, c'était pas une question, je trouvais que cette suspension-là, elle peut venir dans une conférence, voilà, et nous tous, là, on a été comme un peu suspendus. Voilà, alors donc ça devrait s'apprendre à l'école. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi parce que, en quelque sorte, l'acteur, autant le cœur représente le peuple, et le peuple, en fait, mais l'acteur, en fait, c'est le sacrifié qui revient de la mort. Et c'est la première fois où on entend la victime parler, parce que dans le sacrifice, on l'entend pas. Donc, c'est presque un spectre. Et donc, on doit entendre sa psyché à l'extérieur. C'est pour ça que dans la tragédie, ça finit mal. Après, mais même dans la comédie, c'est pour ça que vous avez beaucoup au théâtre vous voyez les états se déployer dans l'espace, parce que vous voyez des choses au théâtre qui sont très banales. C'est pas un art où on fait des trucs extraordinaires, je veux dire. On peut, mais en général, on ouvre des portes, on boit des cafés, on discute avec d'autres, on fait des actions quotidiennes, mais dans lesquelles on doit voir la psyché intérieure voilà. Or, il se trouve que si le théâtre et l'art aujourd'hui ne suffisent pas du tout à juguler la violence, c'est parce que, déjà, il y a un premier truc, c'est qu'il y a une subversion totale, ou une perversion même, qui va orienter l'acteur pas du tout vers le sacrifice de lui-même, mais vers son ego. C'est-à-dire, voilà, donc au contraire, ça va, à mon avis, être plutôt créer de la violence qu'en enlever. On le voit aussi avec les scandales qui en ce moment dans le milieu du rap et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même coton ce qui se passe dans le showbiz, on va dire, mais où c'est exactement le contraire qui se passe. Il n'y a aucune ascèse des acteurs, il n'y a aucune volonté pour eux d'être traversés par toute cette histoire, mais enfin parce qu'ils sont aussi victimes de business, tout simplement, il faut le dire. Il y a ça, et puis il n'y a plus du tout de volonté. Vous voyez, si les Grecs ont fait tout ce bazar, entre guillemets, pour faire participer les gens au théâtre, c'est parce que c'était pas si simple.
Parce que c'est pas une grosse teuf, on va dire, c'est plus un endroit où on va venir penser à des choses. Et donc, il faut les former, et ils ont mis beaucoup de choses pour relier le théâtre à la cité. Donc ces fameuses répétitions, cet impôt pour les faire venir. Et nous, on fait plus du tout ça. On va faire une programmation, et puis voilà, une programmation. Et il y a toute l'éducation, tout le monde de l'éducation populaire qui avait été décidé dans le maquis par les résistants, qui avaient dit il faut faire de l'éducation populaire, il faut remettre l'art dans un lien comme ça avec le peuple parce que ça a été trop coupé par l'industrie, par tout ça. Ils ont été évincés, collés à jeunesse et sport pendant que le ministère de la Culture s'est consacré aux grands créateurs, et le rapport art et population qui était très présent dans les sociétés artisanales, vital, parce que je veux dire, un chasseur de phoques, il cisèle sa flèche, quoi. Il se contente pas de faire une flèche, et puis voilà. Donc l'art était, dans les sociétés, on va dire, qu'on appelle vite fait premières ou spontanées, l'art est partout. Partout, enfin voilà, on le voit avec Lascaux, on le voit dans les objets artisanaux. Aucun objet ne part comme ça juste avec sa fonction pure. Mais dans les sociétés industrielles, le problème s'est posé. Donc c'est vrai que les gens qui ont fait la résistance et qui dans le maquis avaient fait les jours heureux, ils parlaient de ça. Mais ça a été complètement sabré. Et maintenant, on se retrouve avec Netflix, des abonnements dans les théâtres, mais il n'y a pas beaucoup de réflexion. On dit, il fait du théâtre social, celui-là. Voilà, il fait du théâtre social pour réinsérer un peu les gens. Mais c'est jamais trop la même. Moi, d'ailleurs, je travaille beaucoup là-dedans, moi. Je fais beaucoup de ce que j'appelle création partagée. Je me suis entendue dire là par un technocrate dans un dernier dossier que j'ai fait, « Oh, mais votre projet est trop ambitieux au regard des attendus. » Ah, j'ai dit oui, des attendus de qui? Vous attendez... Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop bon, quoi, pour ces gens-là. Il faut que ça soit un peu... Voilà. Voilà. Ça me rappelle un petit peu ce que j'avais entendu à la radio une fois. Vous savez, il parlait de l'amende que les villes peuvent avoir quand elles n'ont pas suffisamment de logement social. Voilà. Et il y avait un homme politique, c'était François Copé à l'époque, mais ça m'avait tellement marqué que je m'en suis toujours rappelé, qui répondait aux journalistes, il lui disait « Non mais enfin, on ne peut quand même pas à Neuilly, pour faire des logements sociaux, détruire les immeubles haussmanniens pour loger les gens. » Ça veut dire que ça ne lui était pas venu à l'esprit qu'on pouvait peut-être transformer les immeubles haussmanniens en logement social. Pour lui, ça passait forcément par raser pour reconstruire ce qui convient aux pauvres, c'est-à-dire du HLM bas de gamme. Donc, en fait, c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire... il y a beaucoup d'artistes qui travaillent bien là-dedans, mais on ne peut pas dire qu'ils soient bien aidés, quoi. Il y a toujours cette notion, voilà, le grand créateur qui serait issu de... Et puis la tradition populaire, alors qu'en fait, c'est les traditions populaires qui ont fait tous les arts classiques, y compris justement en Orient, où c'est toujours... Et puis chez nous, la Commedia dell'arte, toutes les traditions populaires ont eu cette conscience que l'art était... essentiel, la substantifique moelle des sociétés en fait. Mais c'est malheureusement et c'est pour ça qu'on se pose des fois la question, mais est-ce que l'art sert vraiment à quelque chose? Finalement, quand il est utilisé comme ça, pas tant que ça, voilà, ça devient un divertissement, ça devient plus un objet de questionnement fondamental en fait. Ça quitte à la fois la spiritualité et à la fois le concret. Ça devient voilà, ça rentre dans le... Comment ? Consommation, voilà. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste partager quelque chose. J'ai eu la chance d'aller au théâtre d'Épidore en Grèce, dans le Péloponnèse. Et là, j'ai vu... dehors, à la nuit tombée, j'ai vu une pièce, ça s'appelait Les Nuées, je crois. Et vraiment, ça m'a retransportée là-bas tout d'un coup. Je dis, mais oui, c'est vrai. Voilà, donc si vous allez en Grèce, allez à Épidore et essayez de voir une pièce à la tombée de la nuit. C'est vraiment magique.
Je voulais dire quelque chose d'un peu simplé peut-être, mais c'est la deuxième conférence et en fait, comment dire, il y a une réception pour moi qui n'est pas du tout intellectuelle, quoi. C'est-à-dire que si je veux refaire la conférence là, je ne vais pas du tout m'adresser à l'intellect, mais c'est comme si vraiment vous parlez à l'énergie, quoi. Vous parlez direct au corps, comme tout était, voilà, que voilà, que je l'ai pas reçu au niveau intellectuel. Et voilà, je voulais vous remercier. Bon, bah merci à toutes les deux. Ouais. Et c'est vrai que dans le dernier schéma là, que vous avez partagé, qui est très vivant, nous sommes dans un lieu où nous pratiquons la méditation et il y a quelque chose de ça. Merci. Bah, la méditation, oui, parce que le problème aussi, c'est que comme on est dans une société, et notamment dans les milieux théâtraux, moi j'ai eu la chance d'être formée avec Marceau, donc c'est pas du tout mon cas, mais et puis je suis sûrement allée vers lui parce que je sentais qu'il y avait de l'invisible, voilà. Mais comme on est dans une société qui ne croit pas à l'invisible, bah, les acteurs ne se forment pas beaucoup à l'invisible. Et donc, vous avez plein de formations où les acteurs ne se posent pas vraiment la question, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, le jeu d'acteur, finalement, c'est une méditation extériorisée en jeu, mais qui ne perd pas son rapport à l'intérieur. Sinon, je ne vois pas bien comment on peut... dans le sens où, en fait... moi, j'appelle ça les 3 corps de l'acteur, qui correspondent, en fait, aux 3 niveaux de réalité. Les 3 niveaux de réalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le niveau de la pensée et du diagramme, c'est-à-dire de l'immatériel, de la psyché. Hein. La psyché, si je vous demande où elle est, vous ne pouvez pas mettre la main dessus parce qu'elle est immatérielle. Néanmoins, elle peut vous rendre fou, tout le monde le sait. Enfin, elle a une puissance extraordinaire, elle peut vous rendre malade, elle peut... Voilà. Et Lou Pasco, le grand théoricien... de la logique antagoniste, disait le centre du monde c'est l'atome et l'atome c'est la psyché. Il pensait que voilà, et il n'a pas tort, l'atome en fait personne n'a jamais vu un atome en fait parce que c'est complètement immatériel et c'est l'atome psychique pour lui c'est voilà, c'est l'atome primitif, c'est le cosmos. Et en fait c'est très puissant. C'est pour ça que quand vous ouvrez un atome, vous faites de la scission nucléaire, vous voyez le résultat. Vous pouvez détruire, voilà, c'est ça la réaction nucléaire. Et en fait, c'est immatériel. Donc l'immatériel est ce qu'il y a de plus solide et de plus intangible et ce qu'il y a de plus solide, qui peut aller au kairos, à la destruction totale. Et la psyché, en fait, elle est ça. Elle est quelque chose de ça. Donc ça, c'est le niveau de réalité immatériel qui est en fait représenté au théâtre par ce marionnettiste qui vous tient. Voilà. Vous voyez, ça c'est le corps immatériel. Puis ensuite le fil qui vous tient là et puis qui vous traverse le corps comme ce que je vous ai montré là, c'est l'énergie. Voilà. Donc vous imaginez bien que ça se transforme de l'immatériel en énergétique et que si vous coupez l'énergétique, parce que les niveaux de réalité sont solidaires entre eux, c'est-à-dire que si j'enlève la croix, la poupée elle est morte. Et en fait, c'est ça qui fait cette matière, et c'est ça que moi j'appelle les 3 corps de l'acteur, ou que le Natya Shastra, le grand traité d'art hindou, enfin voilà, de Bharatanatyam, de théâtre dansé indien, qui est un des premiers, sans doute le plus vieux traité d'art dramatique du monde, dit que le rasa, le sentiment esthétique, c'est quand on devient spectateur de soi-même par là, et que l'acteur, effectivement, il est suspendu, enraciné, mais il n'est pas dans le poids de son propre corps parce qu'il montre ces 3 niveaux de réalité. Il montre le niveau psychique, il montre le niveau énergétique et il montre la forme matérielle. Voilà. Et c'est vraiment ça le reflet de Dionysos. Hein, s'il faut imaginer qu'une société où il n'y a pas cette immanence-là et cette transcendance-là, il y a un théâtre... qui n'est pas forcément... il peut y avoir un théâtre très commercial, en fait, ou même public très lourdingue, quoi. Voilà.
Ou des gens qui vous disent, moi je fais de l'art conceptuel. Ben, pourquoi t'es pas philosophe alors, mon gars, si tu fais de l'art conceptuel? Parce que l'art, c'est le lien entre la matière, la pensée, tout ça, quoi. C'est pas... Voilà. Ça veut dire aussi qu'il faut rééduquer les acteurs à la réaction qu'ils sont sur leur public et à leur promotion. Oui, puis surtout, il faudrait faire des écoles de formation, parce que quand on voit qu'un acteur traditionnel... je sais pas, de théâtre dansé indien ou chinois, il va y passer au bas mot 15 ans pour commencer et puis que nous, on prétend faire des acteurs en 2 ans ou même pas. Voilà. Bon, il y a des très bons acteurs parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'opposent à ça mais c'est pas normal qu'il faille le faire de façon un peu héroïque. C'est ça le problème. Voilà. Et surtout le théâtre, parce que dans la musique, dans tout ça, ça peut pas passer. Je veux dire, vous savez pas chanter, vous savez pas jouer d'un instrument, vous allez pas devenir soliste. Il faut quand même passer par... Il y a rien à faire. Mais comme les gens voient qu'au théâtre, on fait des actions, c'est comme un double de la réalité, le théâtre. C'est-à-dire qu'on étudie la réalité et donc on refait des actions que tout le monde connaît. Donc ça peut donner l'impression qu'il suffit d'être comme dans la vie, en fait. Et donc, il y a plein de gens qui pensent... Moi, tous les ans, j'ai des élèves qui me disent « Oh, mais dis donc, croyez pas qu'il y avait autant de technique ?» Parce qu'ils venaient faire du théâtre, parce que pour eux, c'est un truc où il n'y a pas de technique. Mais en fait, on se rend compte quand on est là qu'il n'y a que ça, en fait. Justement, il y en a peut-être encore plus, parce qu'elle est invisible, et que quand je dois boire un café en montrant qu'en même temps, je suis jaloux à l'intérieur et que je fais des... oui, là, ça devient compliqué. Et il faut que je démonte tous mes mécanismes, parce que justement, le geste, en fait, je l'ai tellement intégré que j'arrive plus à le penser. Voilà, surtout le geste banal, quoi. Couper du pain, voilà, vous vous posez pas la question du poids du pain, vous faites comme ça. Et au théâtre, on n'utilise que des gestes comme ça, quasiment. Donc il faut démonter tous les automatismes pour pouvoir y caser la psyché, en fait. Alors c'est compliqué. Et les gens, quand... Il y a beaucoup de gens qui, soit veulent être une star, mais ça s'arrête là, soit ne voient pas qu'il y a un travail technique, donc ils vont vers le théâtre pour pas avoir trop de mal. Ils auront moins de mal qu'à apprendre à jouer de la guitare, quoi, en vrai, ou du piano ou de l'acrobatie. Il y a un côté comme ça a l'air plus facile, quoi. Mais en fait, voilà. Mais ce rapport au corps qui manque parfois. Ah beaucoup, cruellement. Qui fait que c'est plus la psyché qui est mise en scène, l'ego, plutôt que réellement toute la démonstration que vous venez de nous faire, qui est d'englober, d'incarner quelque chose pour que le public puisse s'identifier et donc lui aussi se transmuter. Et il me semble que moi, quand je suis arrivé pour étudier quelle école, il manquait énormément de choses alors je n'avais pas encore défini ce qui me parlait. Je n'avais pas encore défini ma route, mon école, mais il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans certaines écoles. Et puis le mime Marceau, voilà, pour moi c'était évident, un travail corporel dans un premier temps, et puis tout un imaginaire qui s'ouvre à soi, qu'on peut rendre visible, l'invisible, s'identifier au vent, aux éléments, ça c'est déjà la poésie qui s'incarne dans votre corps. Donc vous avez après plus qu'à ne serait-ce que lever la main et faire le papillon pour que tout à coup 3-4 regards dans le métro et les enfants voient le papillon. Et il me semble que toute la technique qu'on a aujourd'hui, n'arrive pas, moi, à me faire décoller du siège en me disant oui, la poésie est devant moi. Alors, est-ce que vous auriez un livre, quelque chose qui fasse que moi je puisse encore plus apprendre concernant peut-être un rapport à la méditation, peut-être, mais toujours à incarner toutes ces dimensions, la cosmique, tout en travaillant à travers un livre qui vous parle plus qu'un autre, comme par rapport à tout ce que vous venez de dire même. Alors il y en a plein, j'imagine, mais un qui ressortirait comme ça. Travail de l'acteur. Moi, j'aime bien les livres de Grotowski et de Barba, même si j'aime pas beaucoup le travail de Barba, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit. Et puis Grotowski, c'est quand même waouh. Et puis Artaud, il y a beaucoup de choses dans le théâtre et son double. C'est pas franchement technique, mais il y a quand même des choses sur Artaud où on voit comment il travaillait très proche du mime, en fait. Au début, il y a un livre qui s'appelle
comment il s'appelle ce livre d'Ariane Martinez, Mime et pantomime. Voilà. Et puis il y a ma thèse. Je peux vous filer ma thèse, parce que moi je parle beaucoup de ces choses-là. Ouais. Enfin, c'est en PDF, quoi. Je sais pas si elle est déjà. Mais ouais, Mime et pantomime d'Ariane Martinez. Et puis qu'est-ce que je pense encore Fabrice, il y aurait quoi comme... Ouais, il y a des choses... Ouais, ouais, parce que c'est quand même ceux qui ont... D'ailleurs, ils étaient très proches du mythe, hein, aussi. Ils travaillaient beaucoup sur le mythe corporel, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous apprennent les mythes, mais pas pour... Enfin, qu'est-ce que ça nous apprend dans le corps, quoi. Et ouais, il y a ça... Ah, les Russes aussi, oui. Stanislavski, ouais, il y a des très belles choses, surtout les nouveaux trucs traduits, là, par Poliakov et puis par, comment elle s'appelle, les nouvelles traductions de Stanislavski, parce qu'ils ont découvert beaucoup de choses, ils sont et de chez Meyerhold aussi, il y a des belles choses. Mais bon, c'est long, hein, c'est long. Et ouais, les Russes, les Polonais, puis et puis les. Si vous lisez l'anglais, il y a tous les écrits aussi sur Mei Lanfang, l'acteur chinois, qui a beaucoup influencé Chaplin, Eisenstein, etc. Mais il n'y a rien de traduit en français, je crois. Ou peut-être maintenant il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, Grotowski, oui, c'est pour les techniques. Et puis Artaud, quoi. Le théâtre et son double, il n'y a rien de mieux, quoi. Sur le site de l'Institut Grotowski, il y a beaucoup de documents, de vidéos. Ah ouais. À Wrocław. À Wrocław, mais tu vas sur le site de l'Institut Grotowski. Ouais. Tu as des vidéos de Bolik, de Chisak, enfin des vidéos d'exercices pratiques. Ils en ont plein. Ouais. Les archives en ligne. Tu cherches Institut Grotowski. Ouais, tu fais Institut Grotowski, tu fais archives, vidéos, et tu as les acting thérapie avec Simon Bolik. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur la voix et le corps organique. Tu as Chisak, tu as Anna Mirechka, il y a beaucoup de documentation sur les ateliers pratiques qu'on fait dans les années 60 à jusqu'à maintenant, quoi. Merci beaucoup. Bon, merci à vous de votre écoute.